Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine et de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie, un peu relooké comme vous le voyez, pour mieux vous servir. Aujourd'hui, nous allons parcourir certaines destinations en Afrique essentiellement. Et voici un avant-goût dans le sommaire. L'Afrique du Sud a un nouveau ministre des Finances. Il s'agit de Pravin Gordhan qui remplace David Van Rooyen 4 jours après son intronisation. La Côte d'Ivoire, un pays émergent à l'horizon 2020, le pays entend investir 49,24 milliards de dollars américains dans ce projet. Enfin, les travaux de la première réunion d'élaboration de la stratégie pour la facilitation du commerce en Afrique ont pris fin à Libreville, au Gabon. Vous l'avez compris, notre première escale aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a encore changé dimanche au soir son ministre des Finances. C'est la deuxième fois en 4 jours que ce département ministériel change ainsi de tête. Il est désormais dirigé par Pravin Gordhan, qui a été un ministre des Finances reconnu et respecté dans le pays de 2009 à 2014. Sa nomination a été favorablement accueillie d'ailleurs ce lundi matin par le marché boursier. En effet, le rand a rebondi face au dollar et à l'euro après plusieurs jours de baisse. La monnaie sud-africaine a repris plus de 5,5% de sa valeur par rapport au plus bas historique atteint vendredi dernier face au dollar et à l'euro. Nous restons en Afrique du Sud, cette fois-ci pour nous intéresser au groupe Anglo-American qui a annoncé la semaine dernière à Londres d'importantes restructurations en son sein. Ce groupe va considérablement réduire ses activités au cours des prochaines années. Anglo-American va supprimer notamment 85 000 postes sur 135 000 d'ici à 2018. Le groupe a en effet l'intention de cesser entièrement ses activités de phosphate et de niobium et de réduire aussi considérablement ses investissements. Et puis les représentants d'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie réunis la semaine dernière à Khartoum ont décidé de prolonger les discussions sur le projet éthiopien controversé de construire le plus grand barrage d'Afrique sur le Nil bleu. Ces représentants se retrouveront prochainement, ce sera les 27 et 28 décembre prochains. Je vous propose ici les explications du ministre soudanais des Affaires étrangères à ce propos. Nous allons nous rencontrer à nouveau les dimanches et lundis 27 et 28 décembre à Khartoum, au même niveau des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'eau et l'irrigation, et bien sûr avec l'équipe technique pour continuer les discussions sur les questions étudiées. Je ne dis pas que c'est un échec. Je dis qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mieux clarifiées. Nous sommes 3 parties et nous sommes mis d'accord sur une continuation de la discussion dans 2 semaines. 9 311 milliards de francs CFA, soit 49,24 milliards de dollars américains. C'est la somme que le gouvernement ivoirien entend investir entre 2016 et 2020 à travers son nouveau plan national de développement dont l'ambition est justement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ces investissements seront notamment financés à hauteur de 62,4% par le secteur public et 37,6% par le secteur privé. Il devrait contribuer à la réalisation d'un taux moyen de croissance du PIB de 8,7% entre 2016 et 2020 et à une réduction sensible du taux de pauvreté dans le pays. Et puis, si l'envie vous prend en cette fin d'année de changer de voiture, pourquoi ne pas opter pour du nouveau avec les 4x4 Katonka made in Ghana. Eh bien, ces voitures ont été récemment lancées sur le marché
avec une gamme allant de 16 500 € à 32 000 €. Une ligne de berline plus abordable pour le marché local est même prévue pour l'année prochaine. Son inventeur, Quadio Safo Katonka, n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà fabriqué entre autres une voiture dont le démarrage était commandé par une montre en or, des robots parlants et même une télévision contrôlée par la voix. Tout ceci dans ses ateliers qui comptent 250 ouvriers, ateliers situés à 60 km à l'ouest de la capitale, Accra. Direction maintenant Libreville au Gabon. Les travaux de la première réunion d'élaboration de la stratégie pour la facilitation du commerce en Afrique ont pris fin. Les experts ont bouclé leurs travaux sur une note de satisfaction et même d'optimisme pour la mise en route d'une zone de libre-échange du continent africain. On fait le point avec notre correspondant sur place, Paul Avogondila. Pendant 3 jours, les experts venus des 4 coins du continent se sont penchés sur la meilleure façon de coordonner les politiques, les actions et les moyens à mettre en œuvre afin de créer les conditions d'échange favorables à une plus grande intégration des économies africaines entre elles. Ils ont examiné l'engagement des États membres, tenté de comprendre les tenants et les aboutissants de cet accord avant d'identifier les forces et les faiblesses en termes de renforcement des capacités. Le point d'orgue aura été l'examen du cadre préliminaire de la stratégie de l'Union africaine sur les échanges commerciaux en Afrique. Ensemble, nous avons surtout pu examiner un cadre préliminaire sur la stratégie de l'UIA pour la facilitation des échanges en Afrique. Le Gabon y croit, tout comme le reste des pays présents à la rencontre de Libreville. Le directeur général des douanes et droits indirects salue d'ailleurs l'engagement des participants qui n'ont ménagé aucun effort pour rechercher et trouver des solutions à la stimulation au commerce intra-africain. Le patron des douanes gabonaises y croit au point d'en recommander l'adoption par la prochaine réunion des experts. J'émets le vœu que nous aboutissions à son adoption à la prochaine réunion des directeurs généraux de l'Union africaine et que les différents acteurs, les États africains eux-mêmes j'entends, l'Union africaine et les organisations internationales conjuguent leurs efforts pour sa matérialisation. Je reste convaincu de cet aboutissement heureux, car comme le disait Lao Tse, l'optimisme, c'est l'obstination de l'espoir. La rencontre s'est donc achevée sur une note de satisfaction générale. L'ensemble des experts s'en retournent dans leurs pays respectifs avec le souvenir d'un bon séjour au Gabon pour penser le commerce intra-africain. Nous avons les coûts alloués au transport qui étaient énormes, mais une fois que nous axons à la facilitation, le coût sera réduit dans les exposés. On a vu que les coûts seront réduits de 10 à 15%. À présent, une petite pause bien méritée. Je vous retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Vous l'avez deviné, nous allons maintenant recevoir Kazmi Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener dans votre pays, le Bénin, pour parler de la nouvelle nomenclature économique de ce pays, notamment en ce qui concerne le marché de la téléphonie mobile. Comment est-ce que ce marché se porte-t-il justement au Bénin ? Ce marché se porte à merveille, il faut le dire, depuis 2014. Donc le Bénin est en plein pied dans l'économie numérique à travers les GSM. Qu'il vous souvienne que déjà en 2009, avec l'avènement du régime en place qui, entre-temps, avait remis les pendules à l'heure concernant les GSM au niveau de la licence d'attribution des fréquences. Le gouvernement avait donc tapé du poing sur la table et déjà à partir de 2009, des réformes profondes ont été opérées ça et là au niveau du secteur des GSM, notamment en ce qui concerne le déploiement des technologies nouvelles, si j'ose parler ainsi, des moyens de communication au Bénin. Donc le pack technique
de GSM dans son entièreté a été rénové pour permettre quand même à ce secteur-là de redonner vie à l'économie. Alors, je dirais 5 ans après, ça a porté ses fruits. Les fruits semblent tenir la promesse des fleurs. Et donc, aujourd'hui, les GSM s'invitent dans une nouvelle nomenclature au niveau de l'économie nationale, ensemble avec le secteur bancaire, le secteur des finances de façon globale et le port autonome de Cotonou, et de redonne aujourd'hui une certaine vitalité à la croissance économique. Donc désormais, le coton n'est plus le produit phare de l'économie béninoise, c'est désormais les banques, les GSM et le port autonome de Cotonou qui, associés bien évidemment à l'industrie, notamment à la Nocibé. Donc voilà comment se comporte désormais la nomenclature économique du Bénin. Alors lorsque nous prenons ce secteur, le marché des GSM aujourd'hui, il est prolifique, il est très favorable à une économie numérique avec un secteur dominé par le secteur privé. Et le secteur privé représente aujourd'hui au Bénin 99,38% du marché. Et donc vous comprenez forcément qu'avec ce boom au niveau des GSM, le Bénin ne peut que bien se porter. Le Bénin compte aujourd'hui 5 opérateurs GSM. Combien d'abonnés au total? Selon le rapport de l'autorité de régulation des télécommunications au Bénin, les abonnés tournent autour de 9 millions. 9 millions pour une population d'environ 11 millions d'habitants. C'est supposé que environ 99% des Béninois aujourd'hui ont un téléphone au moins. Ils utilisent cela. Alors, c'est forcément un marché, vous l'avez dit, 5 GSM, c'est un peu trop pour un petit pays comme le Bénin, devant le Nigeria qui compte environ 150 000 abonnés. Vous comprenez que c'est tellement minuscule, mais cependant... Vous avez dit 150 000 150 millions. Excusez du peu, 150 millions et donc d'abonnés, c'est forcément un marché qui est minuscule. Cependant, ça apporte beaucoup à l'économie avec 5 GSM et dont 2 principalement qui occupent le marché, à savoir MTN et Move qui occupent 80% du marché et les autres se partagent les 20%, à savoir... Mais Kazmi Pédia, on note quand même une certaine régression de la télédensité au Bénin. Bien sûr, pour le compte du dernier trimestre, si j'ose parler ainsi, à savoir avril et juin, on a noté une certaine régression au niveau de la télédensité. C'est certainement dû à cette petite crise au niveau du trésor public où l'État était gros débiteur du secteur privé et vous n'êtes pas sans savoir, lorsque l'argent ne circule pas dans le pays, lorsque l'État doit au secteur privé, forcément, il n'y a pas l'activité économique qui marche avant que les opérateurs économiques ne puissent avoir une certaine aisance pour pouvoir faire des appels. Il faut forcément qu'ils disposent de la liquidité. Donc, il y a tout ça qui a impacté négativement. Il y avait aussi que, bon, les GSM à une période de l'année ont une certaine régression parce que forcément, au niveau des ménages, c'est la soudure, on essaie de faire des reprofilages économiques. Donc, forcément, la télédensité a baissé un temps soit peu au cours du trimestre. Mais figurez-vous, c'est toute une année, c'est 12 mois. Donc, un trimestre ne serait aussi impacter négativement l'économie. Donc la télédensité a chuté, mais l'économie numérique a toujours ça l'aide de noblesse. Merci beaucoup Kazmi Pédia pour toutes ces explications. C'est déjà la fin de ce numéro du journal de l'économie. On va donc se donner rendez-vous demain mardi. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On vous retrouve demain sur ce même plateau avec le même plaisir.